Je rappelle avec nous Jean-François Clédel, le président de la Chambre régionale commerce et industrie Nouvelle-Aquitaine. On a aussi deux premiers invités qui sont avec nous, on va les saluer. Amélie Laumont, bonsoir. Est-ce qu'Amélie est avec nous? Vous avez créé le verger de la Folie Bergère dans la Vienne. Vous avez un passé assez original et qu'on salue. On vous a connu ingénieur, vous avez travaillé sur le tramway à Reims. On vous a connu aussi après directrice générale des services dans la commune. Vous êtes installée à Noyer-Maupertuis dans la Vienne et puis aujourd'hui à la tête de cette activité dont on va parler tout à l'heure, qui est un verger. C'est pour illustrer ce soir le thème de la souveraineté. Et avec vous pour ce thème, on a Aliou Konaré. Monsieur Konaré, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes aussi en train de faire une reconversion industrielle. On va parler avec Jean-François Clédel. Le sujet évidemment le touche puisque vous étiez à 75% de vos commandes tournées vers la sous-traitance aéronautique et qu'aujourd'hui vous avez choisi de vous éloigner un peu de cette activité pour aller vers l'alimentaire et la santé. Un petit mot peut-être avant d'avoir Jean-François Clédel qui est avec nous, avec Jean Viard. Jean Viard, est-ce que votre ami, qui n'est peut-être pas votre ami d'ailleurs, Nicolas Bouzou, n'est pas un peu caricatural quand il dit que cette crise va nous aider à aller plus vite vers les robots, vers l'intelligence artificielle et pour se réinventer? Si vous voulez, moi je suis aussi assez positif. Ça ne veut pas dire qu'il y a des entreprises qui vont faire faillite, il y a des gens qui sont morts, il y a des nouveaux pauvres, bon tout ça est vrai. Mais en même temps, les crises, ça accélère les tendances. Ça les fait naître. Et si vous voulez, au fond, on était dans une fin de cycle. 3% des Français pensaient que le futur serait mieux que le présent et mieux que le passé. Donc on était complètement face à un mur. Et si vous voulez, je pense que le mur, au fond, on l'a cassé. Et pour ça que moi, j'aime bien dire, d'abord, on a gagné. Parce qu'au fond, on a sauvé à peu près 90% des gens qui auraient dû mourir. Si on prend ce qu'on disait au début de la crise sur les victimes, on disait en France entre 3 et 500 000. Au niveau mondial, on disait entre 30 et 50 millions. Et au fond, on doit avoir la fierté de ce combat qu'on a gagné. Il y a des victimes, évidemment, et c'est terrible. Mais on va se dire, on en a sauvé 80%. Et c'est important de dire ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, rien n'est cassé, sauf quelque part nos désirs. C'est-à-dire que les gens, ils sont plutôt citoyens consommateurs. Ça veut dire que la politique est remontée au niveau de l'économie. Au fond, depuis 40 ans, l'économie pensait qu'elle avait toutes les solutions et que les chaînes de valeur étaient la seule vraie modèle légitime. Le plus absurde, excusez-moi, c'est les masques. Parce que ce qu'on gagnait sur un masque en faisait venir de Chine, ça devait se compter en centimes ou en morceaux de centimes. Ce qui n'est pas vrai pour certains processus technologiques. Donc, si vous voulez, là, on est revenu à un nouveau modèle. On va dire un peu qu'on avait connu dans les années 60-70. Au fond, la politique et l'économie vont être plus égales. Chose importante et positive. Et puis, deux autres idées, si vous voulez. On a basculé dans la révolution numérique. On voit bien que les commerces français, par exemple, il y en a 30% qui sont numériques. Il est clair que les autres pays autour de nous, c'est 70%. Il n'y a qu'à avoir le débat sur la 5G. Donc, je veux dire, donc là, on voit bien qu'on va s'accélérer. Et puis, pour finir, je dirais sur la question du climat. Au fond, cette crise, c'est une crise, c'est un détonateur écologique. C'est-à-dire que cette espèce de petit virus là qui vient nous casser le monde, on a été 5 milliards à se battre contre lui. Connexion avec vous, Jean Viard. On va vous retrouver. Jean-François Clédel, on ne va pas avoir de soucis. Merci, vous êtes là avec nous en présentiel. Je le rappelle, le président de la Chambre régionale de commerce et industrie. Est-ce que vous arrivez à être aussi positif que nos deux invités, nos deux témoins, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué? Je n'allais pas dire que vous avez plutôt plus encore que les deux pieds dans l'activité économie industrielle, mais est-ce que vous pouvez entendre ce discours-là ou est-ce qu'il est un peu trop optimiste à votre goût? Alors, bonjour à tous. Alors, comme je suis chef d'entreprise, je suis par nature optimiste. Mais quand je vois la situation des entreprises et des entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine, évidemment, je suis un peu plus réservé parce que Nicolas Bouzou le disait, on va assister peut-être à un doublement du taux de faillite dans notre pays. Moi, je ne pense pas que ce soit sur 2020 que ça doublera, mais par contre sur 2021, c'est là qu'on attend vraiment les faillites, sans doute à partir de l'été 2021 qu'on assistera à des situations de faillite assez significatives. Et avant cela, on a quand même déjà des chefs d'entreprise, si vous voulez, qui ont des difficultés à tout simplement faire leur fin de mois, nourrir leur famille. En fait. Bon. Donc ça, c'est une réalité, c'est une situation très difficile pour ces chefs d'entreprise-là, sans doute pour quelques salariés aussi qui souffrent de cette situation. Mais cela dit, moi je reste optimiste et enthousiaste aussi sur les capacités de sortie de crise avec de nouveaux paradigmes ou avec de nouvelles modalités de management de l'entreprise, de communication, etc. Est-ce que justement, puisque vous parlez de la sortie, tout le monde espère cette sortie, la prépare,
comment la chambre consulaire vous représentez, comment les techniciens, comment vous, dans votre rôle de président, vous accompagnez cette sortie. On vient d'entendre parler de ce plan de relance à la française. Ça vous va comme expression, ce plan de relance à la française qu'utilise Nicolas Bouzou? Oui, déjà, mon plan de relance à la française, bien sûr, il est spécifique à notre pays, mais tous les pays, on le voit, ont mis en place des plans de relance. Nicolas Bouzou nous dit que c'est peut-être le plus important de ceux qu'on connaisse. Oui, c'est possible. Ensuite, je lui fais confiance. Je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas... Est-ce qu'il vous satisfait en tout cas? Je ne vais pas le contester sur ce plan-là. Bien sûr qu'il nous satisfait. Ce que n'a pas cité Nicolas Bouzou, mais qui est quand même majeur aussi, c'est la baisse des impôts de production, qui est quand même significative. Premier point. Deuxième point, le plan aéronautique aussi. Enfin, je souscris à ce qu'il a dit, mais j'ajoute sur ce point-là le plan de soutien à l'aéronautique, un plan de 15 milliards, si mes souvenirs sont bons, dont 7 milliards pour Air France ou 8 milliards pour Air France, 7 pour l'industrie. Je le trouve un peu faible, en revanche. Je trouve que c'est sans doute insuffisant pour maintenir les compétences dans l'aéronautique et repartir dans l'aéronautique. Enfin, maintenir les compétences, c'est savoir repartir, rebondir dans l'aéronautique. Ça risque d'être insuffisant. Cela étant, beaucoup de choses ont été faites. Et on le voit, le gouvernement n'est pas fermé à l'idée de remettre des dispositifs, si nécessaire, sur certains pans de l'économie. Merci Jean-François. Vous restez avec nous. Justement, l'aéronautique, on va en parler avec vous. Aliou Konaré, je le disais tout à l'heure, vous travailliez à l'imparfait, certainement, vous allez nous le préciser, à 75% en sous-traitance pour un très gros faiseur de l'aéronautique. Vous êtes en train d'évoluer. Pourquoi vous avez choisi ces deux secteurs que sont aujourd'hui l'agroalimentaire et la santé ? Votre introduction, en fait, on ne s'éloigne pas de l'aéronautique. Vous rajoutez des marchés. Voilà, donc on rebondit. Donc aujourd'hui, on est rentré dans une phase de diversification parce qu'on était effectivement à plus de 75% dans l'aéronautique. Notre cœur de métier, c'est l'aéronautique. Aujourd'hui, on est en train de chercher une diversification dans des secteurs qui sont porteurs aujourd'hui. Vous avez parlé, j'ai entendu parler tout à l'heure de l'agroalimentaire et du médical. Donc, on est en train donc de rebondir, d'investir dans des secteurs qui vont bien, en attendant que l'aéronautique reparte. Parce que notre cœur de métier, c'est l'aéronautique. Et ce sera, comment dirais-je, un savoir-faire, donc une activité supplémentaire qui va nous amener dans cette diversification. Voilà. Monsieur Konaré, une question. Vous avez fait partie des 11 premières... Attendez, juste. Allez-y. Je dis, mais on reste dans notre cœur de métier qui est l'aéronautique. C'est un support très important. Très bien. Vous avez quand même profité, vous êtes un des 11 premiers bénéficiaires du fonds de modernisation et de diversification dans le secteur aéronautique. Très précisément, plus de 300 000 euros vous ont été attribués pour vous moderniser et diversifier, j'ai envie de dire, pour reprendre votre mot. À quoi ça sert concrètement aujourd'hui dans l'entreprise, cette arrivée d'argent ? Cette arrivée d'argent va nous permettre d'investir sur de nouveaux moyens qui vont nous permettre de nous repositionner sur le marché, parce que je vous cache pas que en fait on avait l'habitude dans l'aéronautique, quand on travaille dans l'aéronautique depuis des années, qui est notre cœur de métier, on a snobé tout ce qui était autour de nous, parce que on était tellement chargé que effectivement il était difficile d'aller se positionner sur le ferroviaire, parce qu'effectivement on est dans de la mécanique de précision. Donc aujourd'hui, on essaie de corriger cette erreur, et tout en maintenant notre savoir-faire et nos comment dirais-je, et nos hommes, parce qu'effectivement quand ça va repartir, il va falloir qu'on ait nos techniciens et nos collaborateurs pour repartir. Mais aujourd'hui, donc, on repart sur ces investissements vont nous permettre de nous redimensionner sur un secteur qui n'était pas notre secteur de prédilection. Très bien. Justement, Jean-François Clédel, c'est un secteur que vous connaissez très très bien, en tant que chef d'entreprise aussi. Avec la CCI, en plus de ce qu'on vient d'entendre, c'est quoi le rôle aujourd'hui aux côtés des entreprises comme celle-ci ? Disons que d'une façon générale, dans notre région, nous avons environ 300 000 entreprises ressortissantes des chambres de commerce.
Et durant la période de Covid, nous avons conduit 3 enquêtes, c'est-à-dire que nous avons interrogé à peu près 40 000 entreprises auprès desquelles nous avons recueilli beaucoup d'informations liées à la situation de crise. Puis, sur les entreprises industrielles, nous avons conduit une enquête à la demande de la Direction générale de l'économie de l'État. Donc, nous avons conduit une enquête auprès des entreprises industrielles. Nous avons recueilli 9 600 témoignages d'entreprises ou participations d'entreprises à cette enquête. Et de là, il en est ressorti un ensemble d'enjeux, en fait, et qui témoignent assez bien, d'ailleurs, du côté positif, finalement, des chefs d'entreprise, puisque le premier enjeu des entrepreneurs, c'est l'emploi et les compétences. Autrement dit, ils s'inscrivent bien dans une démarche de croissance à 60%. Deuxième enjeu, l'accélération du développement. Donc, on le voit. Ensuite, l'innovation, à peu près au même niveau, 40% aussi. Puis ensuite, des besoins de financement, la transition numérique, la transition écologique, etc. Et donc, avec la région, avec le conseil régional, les chambres de commerce ont réalloué une partie du financement qui était destiné à d'autres programmes sur un nouveau programme, le programme Reconquête, qui vise qui cible 600 entreprises entre octobre 2020 et décembre 2021. Pour l'instant, en tout cas, 600 entreprises, dont 400 industriels et 200 entreprises de proximité, pour les aider dans leur stratégie, dans le commerce, dans le management de leurs performances, etc., et la transition, bien sûr, digitale. Voilà. Donc, bien sûr, une entreprise comme celle de monsieur fait partie des entreprises que l'on peut accompagner grâce à ce programme. Le message est passé, on y reviendra. Justement, la reconquête, je vais me tourner vers quelqu'un qui est loin aujourd'hui des machines-outils, mais qui a connu ça certainement quand elle était ingénieure dans une autre vie, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'elle nous entend, Amélie, que j'ai appelé tout à l'heure et que je n'ai pas entendu ici sur le plateau ? Oui, je vous entends, c'est bon, merci. Bienvenue, bonjour. J'invite d'ailleurs les gens qui nous suivent, et je sais qu'ils sont nombreux, à aller voir le site de La Folie Bergère, qui résume votre activité. C'est 3 ex-ingénieurs. Ça se demandait si les ingénieurs s'ennuient dans leur métier d'ingénieur pour changer de vie, vous nous le direz peut-être. En tout cas, vous avez créé une ferme originale, et vous-même, c'est ce qui nous intéresse, puisqu'on parle de souveraineté, c'est le mot qui revient souvent en ce moment, ou de reconquête, comme disait M. Clédel à l'instant, dans un autre domaine. Vous êtes parti de quel constat pour vous dire, je vais planter 2 hectares d'arbres fruitiers ? Bonjour. Alors, moi, je vais faire office de petit pousset, je pense, parmi toutes les personnes invitées ce soir. En fait, nous, on est parti du constat que c'était pas si simple dans notre département, donc je suis dans la Vienne, près de Poitiers, de s'approvisionner en produits locaux de qualité. Et on s'est dit que si on avait un petit peu de mal à s'approvisionner, ce serait peut-être pas plus mal aussi d'essayer de les produire nous-mêmes. Et voilà. Et ce constat sur le fruit était d'autant plus flagrant qu'on est entre 2 régions productrices de fruits, l'Anjou et tout ce qui est Dordogne et un peu plus dans le sud au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Mais dans la Vienne, il y en a quelques-uns, mais il y en a quand même assez peu. Voilà. Nous, c'était notre constat initial. Alors, à partir de ce constat, donc vous avez pris le risque de quitter un job. Je disais, on vous a connu directrice générale des services de votre mairie, de Noyer. Vous habitez en ce moment où est installée la ferme. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, là, on est en train de le faire, de trouver des exemples. Tout à l'heure, Nicolas Bouzou positivé, M. Clédel dit qu'on peut se permettre aussi. Est-ce que vous diriez aujourd'hui à quelqu'un qui a envie de se lancer, oui, allez-y, alors que je crois savoir que vous êtes quand même dans une période où vous ne prenez pas de salaire et que ça risque de durer un moment? Alors oui, nous quand on lance une activité dans le monde agricole, je ne connais pas les autres, je ne connais pas les retours sur investissement des autres domaines, mais quand on lance une activité dans le monde agricole, c'est quand même quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que les investissements sont lourds, pèsent pendant vraiment des années, voire plusieurs années effectivement, où les agriculteurs eux-mêmes ne se tirent pas de salaire et où on rembourse les investissements. Effectivement, on est sur 3 activités différentes, élevage, maraîchage, et moi je suis sur le fruit. Et le fruit a encore ça de particulier, c'est que quand on plante un arbre, il n'est productif qu'au bout de 3, 4, voire 5 ans. Donc on est sur des retours d'investissement qui sont effectivement encore plus longs. Bon, moi ça faisait partie du projet, je le savais, c'est pas une surprise. Les 2 premières années ont été très bonnes parce qu'à côté du verger en arbo, j'ai des petits fruits et là les retours sur investissement sont un petit peu plus rapides, notamment sur la fraise. Donc les débuts, même s'ils sont toujours, j'ai un résultat négatif, mais bon ça c'était normal. En tout cas, je suis moins en négatif que prévu, donc c'est une bonne nouvelle. Et donc effectivement,
On est dans un contexte, chacun dans nos domaines. Laurence qui est en mouton et poule pondeuse depuis 5 ans, son conjoint Benoît est en maraîchage depuis 2 ans. Donc on est chacun à nos rythmes. Malgré tout, ce qu'on peut constater, c'est que depuis qu'au magasin à la ferme, on a des productions qui se sont élargies et du coup, on offre aux gens de venir faire leurs courses de manière différente, en proximité, en qualité et en relationnel aussi, surtout. La proximité, c'est aussi du relationnel. Et effectivement, on a une fréquentation au magasin qui est bien plus importante que ce qu'il y avait au début. Elle a explosé sur le premier confinement. Bon, ben voilà, ça c'était une espèce de coup de pub un peu inattendu et pas forcément positif à tous les niveaux, mais pour nous, ça a été une saison un peu dense quand même. Et voilà, là ça se tasse un peu, mais je pense que les gens ont envie d'autre chose. C'est pas un pourcentage forcément très important de la population, mais on sent que ce pourcentage augmente. Alors, ça tombe bien, je crois que ça va plaire à Jean Viard. Je le rappelle, Jean Viard, vous avez eu aussi, vous, une expérience d'exploitant agricole. On n'est pas là pour faire le panégyrique, mais vous avez vécu ça. Est-ce que ce témoignage qu'on vient d'avoir de cette jeune agricultrice va dans le sens du regard du sociologue que vous êtes, et est-ce que cette crise va faire changer notre façon d'être ? Oui, moi j'étais un agriculteur babacool post-68, donc notre objectif économique était quasi inexistant, pour être tout à fait honnête. Ça m'a quand même permis d'apprendre à me servir d'un tracteur, de tailler la vigne et de faire un certain nombre d'activités de ce style. Donc je ne me compare pas à madame qui a un vrai projet d'entreprise, et je crois qu'il faut le dire. Mais c'est vrai que je pense, si vous voulez, que cette crise, elle va renforcer des exigences sur la question du local, sur la question écologique, sur la question de la santé, qui tombent tout à fait dans ce que dit madame. Et je crois que c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est-à-dire être pour le local, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pour aussi le mondial. C'est-à-dire que c'est pas fermé, il ne faut pas opposer les choses. Moi, j'ai tendance à dire, par exemple, dans le commerce, on voit très bien qu'il y a une évolution. On veut des commerces locaux où on peut aller faire du lien social. Et puis, on veut en gros être livré par des grandes structures ou par des petites si elles savent livrer. On peut très bien commander sa pizza comme on peut commander Amazon. Donc, en gros, le modèle, c'est livrer ou se déplacer soi-même dans le quartier. Je prends cet exemple-là, et c'est ça qui fait que ça va changer. Moi, je crois beaucoup qu'il va y avoir, pour le dire autrement, on cherchait la modernité depuis 40 ans. Moi, je pense qu'on va chercher l'esprit des lieux et la technologie. Et c'est pas la même chose. Et que les gens vont avoir envie d'esprit des lieux. C'est-à-dire, en gros, on voit très bien les lieux où ils ont envie, où il y a de l'identité, où il y a de la mémoire, où ils puissent être fiers d'habiter là. On l'avait bien vu, la crise des Gilets jaunes, c'était des gens qui étaient allés habiter des terrains uniquement en fonction du prix du mètre carré, dans un lotissement. Ils disaient pas, j'habite là, ils n'avaient pas de fierté territoriale, ils se sont réunis sur les ronds-points. Ils ne sont pas réunis dans les mairies ou dans les églises. Alors que là, en ce moment, on a tout un mouvement vers cette fierté de l'esprit des lieux, le produit à tel endroit, fabriqué à tel endroit, etc. Au fond, le lieu comme élément de production, et ça va s'accentuer avec le télétravail, parce qu'il y a des milliers de travailleurs qui vont se déplacer, et ces travailleurs, ils amènent avec eux leurs revenus et leurs compétences, et ils peuvent être des innovateurs dans le tissu local. Bon, c'est pour ça que, si vous voulez, je m'arrête là-dessus, mais dans ce bouleversement, créons massivement des lieux de coworking. Disons-nous que ces gens qui sont mobiles, il y a des dizaines de milliers de gens qui sont mobiles. Il y a 10% des couples qui se défont, il y a les chômeurs, il y a des nouveaux pauvres, il y a des gens qui démissionnent, et il y a des gens qui veulent quitter les villes et qui veulent s'installer dans des petites villes, dans des bourgs. Si on sait les fixer, là, on a une nouvelle richesse pour les territoires. Et si on ne sait pas les fixer, si on ne fait pas des lieux de coworking, si on ne mélange pas les populations, ben, ils repartiront. Vous partagez ce regard, Amélie Lomont. Là, je sais que vous êtes, je ne vais pas faire un petit clin d'œil personnel à votre mari, mais vous êtes deux personnes qui aiment bien ce qu'écrit habituellement Jean Viard, et je suis ravi que vous puissiez vous parler directement. Est-ce qu'à Noyer-Maupertuis, dans la Vienne, on est fier d'y habiter ? Oui, je partage complètement. Il y a une certaine fierté, effectivement, d'habiter ce village qui a un caractère patrimonial assez fort, un caractère associatif aussi assez fort, avec une énorme association historique, oui, je crois qu'on peut dire historique, qui mélange vraiment tous les âges. Je partage ça et je partage vraiment le besoin qu'on soit effectivement, quelle que soit l'échelle à laquelle on travaille et dans le domaine dans lequel on travaille. Je pense qu'on a besoin énormément de partager, on a besoin de collectif. Alors nous, on entend le collectif, effectivement, chacun a créé son atelier sur cette ferme, mais le fait d'échanger au quotidien, de pas être toute seule, voilà, on est 3 chefs d'entreprise sur 3 activités différentes qui travaillons ensemble et c'est vraiment important d'échanger sur les difficultés du quotidien. Et on a finalement la 4e personne dans notre aventure, c'est les gens qui viennent acheter chez nous et qui trouvent autre chose effectivement chez nous sur l'alimentaire.
Voilà. C'est une réponse. Oui, je partage complètement ce besoin de nos sociétés qui vont très vite et où on a besoin de spots où à un moment donné, on peut juste ralentir et profiter de ce qu'on trouve autour de nous. Donc c'est du coworking agricole. Nicolas Bouzou, qu'est-ce que vous dites de cette diversification qui a été illustrée tout à l'heure par cet industriel de Rochefort? Est-ce que c'est la clé aujourd'hui à la survie de diversifier dans l'industrie, ou est-ce que c'est vrai parce que c'est l'aéronautique et que ce ne sera pas vrai pour tout le monde? Non, je pense que c'est toujours plus sain d'avoir une activité diversifiée. On le voit au niveau des territoires. Les territoires qui ont le mieux résisté cette dernière année, ce sont ceux justement qui ne sont pas spécialisés sur un seul secteur, mais qui ont des activités industrielles, des activités dans le tourisme, qui ont des villes dynamiques avec du commerce, qui ont un peu de logistique, qui ont des réseaux de transport, etc. Et au fond, c'est aussi l'un des aspects, je dirais, correcteurs de cette crise, c'est qu'elle force certaines entreprises à se rediversifier de façon sectorielle ou même tout simplement parfois en matière de clientèle. Dans l'aéronautique, on a vu un certain nombre d'entreprises, de sous-traitants qui avaient 70% de leur chiffre d'affaires dépendant d'un seul client. Donc ça, par la force des choses, si vous voulez, c'est en train de changer. De la même façon que Jean Viard évoquait les masques, la bonne nouvelle de cette crise, c'est qu'elle rend les chaînes de valeur beaucoup plus résilientes parce qu'on s'est rendu compte que plus qu'un problème de mondialisation, on avait un problème de dépendance à certains fournisseurs, notamment en Chine. Je me souviens par exemple, pour l'anecdote, que la première réunion des économistes avec Bruno Le Maire, donc au début du mois de mars, quelqu'un nous a expliqué que la totalité des pédales de frein de toutes les voitures du monde étaient fabriquées en Chine et que depuis la fermeture des frontières, on ne pouvait plus sortir une seule voiture. Donc ça, si vous voulez, ce n'est pas un problème de mondialisation, ça c'est un problème de dépendance. C'est un problème de mauvaise conception des chaînes de valeur. C'est un problème de risque, en fait, de mauvaise gestion du risque. Et ça, c'est en train d'être corrigé. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous dire, je ne veux pas qu'on se méprenne sur ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas du tout en train de dire que la crise, c'est bien. Vous savez, cette crise qui nous est tombée dessus, c'est la crise sanitaire la plus forte depuis 100 ans, c'est la crise économique la plus forte depuis 80 ans. Vous avez, j'y ai consacré plusieurs éditos dans l'Express, mais une explosion de la pauvreté qui va nécessiter de mettre en place des mécanismes de solidarité beaucoup plus importants que ce que l'on a aujourd'hui. Donc cette crise, c'est comme une catastrophe personnelle qui nous tombe dessus. Mais c'est là, mais c'est comme ça. Et on n'a pas le choix. Et donc le mieux à faire dans cette situation extrêmement difficile, c'est d'utiliser cette crise comme révélateur de faiblesse et de corriger ces faiblesses. C'est pour ça que je suis plutôt confiant pour l'avenir. Ce n'est pas de l'optimisme, ce n'est pas un trait de caractère, ce qui n'aurait absolument aucun intérêt. C'est simplement que les crises, si on est astucieux, ça peut nous servir à corriger les dysfonctionnements et à faire mieux à l'avenir que ça ne l'était par le passé. Mais en effet, il faut traverser cette période qui est extrêmement traumatisante. Il a quiesé pendant que vous parliez. On va remercier Jean-François Gledel de rester avec nous. Un petit mot de conclusion avant de passer à la deuxième table ronde. Juste un mot, j'appuie les propos de Nicolas Bouzou, en tout cas je les approuve, et ça remet en question certains principes de stratégie d'entreprise qui étaient de se concentrer sur le cœur de métier. On peut s'interroger finalement sur ce que ça veut dire. Parfois, ça voulait dire se concentrer sur un secteur d'activité. Et là, Nicolas Bouzou dit à juste titre, ceux qui résistent durablement sont ceux qui sont diversifiés. Donc je pense qu'il faudra réintégrer cette notion dans les cours de management et de stratégie des écoles de management. La leçon au moins est retenue, ça va être la première de ce soir, il y en aura plein d'autres, restez avec nous. J'ai une question de l'audience, Nicolas Bouzou, pendant qu'on va accueillir le président de la Chambre régionale d'agriculture qui va venir s'installer. C'est pas une question anonyme parce que c'est le patron du MEDEF Nouvelle-Aquitaine qui la pose, c'est Philippe Ness. Elle est, je pense, un peu provocatrice, elle est pour vous, Nicolas Bouzou. Le plan de relance, qui plus est avec un deuxième confinement, n'est-il pas déjà mort-né ? Oui, alors c'est une très bonne question. J'ai beaucoup de mes collègues qui expliquent que le plan de relance arrive trop tard. Je pense très exactement le contraire. Je pense qu'il est arrivé trop tôt en réalité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de relance tant qu'il n'y a pas une reprise de l'activité économique endogène. Et donc, en réalité, ce plan de relance, alors il n'est pas perdu de toute façon, mais il jouera pleinement quand on aura une amélioration de la crise sanitaire, c'est-à-dire quand on sera vacciné, grosso modo. D'ailleurs, le meilleur plan de relance, c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est le vaccin. En un, c'est le vaccin, et en deux, c'est le plan de relance de Bruno Le Maire. Mais le vrai ministre de l'économie aujourd'hui, c'est Olivier Véran, en réalité. Mais en attendant d'avoir cette sortie de crise, il faut permettre aux entreprises de tenir. Et ça, ce sont tous les mécanismes de soutien, activité partielle de longue durée, fonds de solidarité, très important, pour permettre notamment aux plus petits de tenir. Vous savez, je prends l'exemple de l'artisanat, par exemple. Vous avez beaucoup d'artisans qui
gagnaient avant la crise le SMIC ou un peu moins que le SMIC. 20% d'activité en moins, ça les fait basculer dans la pauvreté. Vous voyez. Or, aujourd'hui, l'accès au fonds de solidarité, il faut pouvoir justifier d'une baisse de chiffre d'affaires de 50%. 50%, quand vous avez très peu d'argent, en fait, votre activité, elle ne chute pas de 50%, elle va chuter de 20 à 30%. Donc, aujourd'hui, la priorité, c'est de permettre aux uns et aux autres de tenir. Et après, quand la confiance sera revenue, mais la confiance sera revenue quand on aura une amélioration de la situation sanitaire, là, il sera temps de relancer l'économie. Donc ça, c'est le deuxième temps. Premier temps, tenir. Deuxième temps, relancer. Et le troisième temps, mais ça, c'est dans très longtemps, et donc on n'en parle pas ce soir, et je m'interdis d'en parler, ce sera la question de la gestion de la dette publique. Et ça, c'est un sujet pour demain. Ce n'est pas du tout un sujet pour aujourd'hui, donc on ne s'en soucie pas et on n'en parle pas. Je crois que le sujet soucie tout le monde en ce moment quand même, Nicolas Bouzou. Eh bien, n'y pensez pas. C'est moi qui n'y pensez pas. On va penser en tout cas à remercier les deux intervenants de la première table ronde. On leur souhaite bon courage pour cette diversification qui est en route. On est totalement serein pour les très beaux fruits de chez Amélie Lomont et on souhaite bon courage à M. Conaré et à ces vingtaine de salariés. J'ai oublié de donner le nombre de salariés tout à l'heure. À Rochefort, vous êtes installés pour la suite de cette aventure.